Mesdames et messieurs, fidèles citoyens de la chaîne Première, bienvenue dans l'émission La Cité vous parle. La Cité vous parle, c'est l'émission du citoyen engagé pour le développement de la cité, entendu votre milieu de vie et de tout le Togo. Dans ce deuxième numéro, nous mettons le cap sur la cité de Notché, chef-lieu de la préfecture de Wao, dans la région du Plateau. Notché se situe dans un cadre assez important parmi les populations du Togo. Donc aujourd'hui, parler du développement, parler de la culture, Notché est au centre de tout ça dans notre pays. Avant tout, nous vous remercions pour votre fidélité. En témoignent les nombreuses réactions sur l'émission. Vous avez été nombreux à participer au jeu « Connais-tu le Togo ?» Malheureusement, il n'y a pas de gagnant puisque personne n'a trouvé les bonnes réponses à toutes les questions. Tout développement se base sur l'existant. Pour parler développement, il faut donc avoir connaissance de l'espace à développer, les atouts du milieu, aller à la rencontre des populations à travers leur histoire et leur quotidien, les habitants et leurs habitudes. C'est donc pour vous donner le goût des réalités historiques, touristiques, sociales et économiques que je vous propose la rubrique suivante sur la cité de Notché. Notché, chef-lieu de la préfecture de Wao, fondé par des peuplades parties de la vallée du Nil et après une transition à Oyo au Nigeria, Kétou au Bénin, Tado au Togo. Notché est la dernière étape des migrations élevées vers le 15e siècle. Pour protéger son peuple, le chef fit construire une imposante muraille dite Agbobo de 14 km 50 dont les vestiges sont encore visibles par endroits. Il subsiste encore quelques rares vestiges datant du royaume de Notché, comme les remparts. Ce lieu, c'est le lieu où chaque année, dans la première semaine du mois de septembre, les évêques se retrouvent pour prier, pour demander la protection des ancêtres. Agbobo, comme le nom l'indique, c'est une muraille construite depuis des millénaires. En ce moment, il n'y avait pas d'écriture et cette muraille avait servi de protectrice pour la population. Donc, à un moment donné, il y a eu l'exode. La population de la muraille est sortie et aujourd'hui, vous retrouvez les évêques un peu partout. Tous ceux qui sont évêques et que vous les trouvez ailleurs sont passés par Notché dans cette muraille. C'est pourquoi nous avons laissé, pour immortaliser cet exode, la muraille n'a pas complètement disparu parce que c'était vraiment fait avec des matériaux assez spirituels, je peux dire, ce qui fait que jusqu'à présent, il y a plus de 500 ans, même voire 800 ans. Mais les vestiges, il y en a encore que vous pouvez toujours constater. Mais ce qu'il y a, c'est que pour immortaliser cette muraille, nous avons décidé de planter des arbres tout au long de cette muraille pour que ça soit perpétué. Les générations futures pourront toujours constater qu'à cet endroit-là, il y a eu quelque chose. Ils poseront la question et ça va rentrer aussi dans leurs études. À part la plantation des arbres, nous essayons aussi de réhabiliter par endroit ce que vous allez constater tout à l'heure, ce que nos ancêtres avaient fait. Et vous aurez les murs un peu partout, jusqu'à l'endroit où les gens sont installés trop proches. Ils essaient de déborder sur la muraille. Et vous allez constater que par endroit, ça a disparu. Mais la grande partie existe encore. Au XVIIe siècle, suite à une crise interne, les évêques se révoltèrent et s'enfuirent vers le sud et l'ouest, jusqu'au Ghana voisin, actuel Volta-Régine. Aujourd'hui, on trouve les évêques au Togo, ils sont au Ghana, ils sont au Bénin et dans la diaspora également.
Ceux qui restèrent fondèrent les 6 quartiers originels de Noche, à savoir Alenou, Agbaladome, Adime, Ekli, Tegbe et Pelomé, qui ont des chefs de quartier notables du chef supérieur qui est aujourd'hui Agokoli 4. Le nom Noche est une déformation du mot Noé, du chef du groupe qui dit « on reste ici » dans le dialecte Evé. Noche deviendra alors une forteresse où se réfugièrent les Évés, mais aussi d'autres peuplades telles que les Akposso. Limité au nord par le village d'Akame, au sud par le village d'Amato, à l'est par le carrefour Oïssé-Todome et à l'ouest par l'ex-Sotoko, Noche, capitale du peuple Evé, jouit d'un climat soudano-guinéen à 4 saisons, dont 2 pluvieuses, 2 sèches. D'une superficie estimée à 50 km², Noche compte environ 39 400 habitants. Ville cosmopolite, on y rencontre Evé, Adja-Eroué, Kabyé, Losso, Moba, Lamba, Kotokoli et autres. On parle les langues que sont le français, la langue officielle, Evé, Adja-Eroué, Kotokoli et autres. Les populations pratiquent l'animisme, le christianisme et l'islam. Mais Noche reste un lieu mythique pour de nombreux Évés, comme en témoigne chaque année la plus grande fête traditionnelle du peuple Evé, Agbogbosan. Chaque année, on commémore la faisabilité, ce qui doit plaire aux ancêtres pour que nous, les vivants aujourd'hui, nous pouvons vaquer à nos occupations dans la paix et dans la quiétude. La protection et la demande d'éliminer les catastrophes naturelles qui peuvent se poser sur la population. C'est pourquoi chaque année, nous célébrons Agbogbosan à Noche. Noche abrite une école normale d'instituteurs, 6 lycées, 9 collèges d'enseignement général, 25 écoles primaires. Capitale des ananas, Noche se trouve dans la région des plateaux au Togo. Noche, ville carrefour, dispose d'un marché qui s'anime tous les jours avec une plus grande affluence les mercredis et les samedis. 3 usines d'égrenage du coton, de conditionnement de soja et fabrication de fibres textiles y sont implantées. Capitale de l'ananas, Noche est tournée vers les cultures vivrières comme le maïs, le sorgho, l'igname, le haricot, le soja et le coton comme seule culture de rente. Le centre artisanal de Noche est spécialisé dans la fabrication de meubles en teck massif. Le transport est assuré en ville et dans sa périphérie par des taxis brousses et des taxis motos. Le transport interurbain est assuré par des bus. Il existe dans la commune 2 orphelinats. La commune de Noche dispose d'une bibliothèque de lecture publique et d'un stade municipal. Au plan touristique, le site historique d'Agbogbomé mérite un détour avec des vestiges datant du royaume de Noche. Des hôtels et auberges, en l'occurrence l'hôtel Le Berceau, l'hôtel Efata, l'auberge Le Hao et l'auberge Le Simonet offrent une bonne qualité d'hébergement. Dans le cadre de la coopération décentralisée, la commune de Noche est ouverte à tout partenariat sud-sud ou nord-sud. Noche, nous y étions pendant que les groupes folkloriques rivalisaient d'ardeur, d'adresse pour représenter la localité dans une compétition prévue à Lomé dans le cadre de la commémoration de l'indépendance du Togo. Appréciez la richesse de toutes ces sonorités. Ayo,
Le préfet de Ao, M. Tchangani Ao, en s'adressant aux responsables de la localité, va s'exercer à expliquer ce qu'est la décentralisation et les conditions prévues par la loi pour permettre aux collectivités de s'administrer et de s'assumer en termes de développement. Dans décentralisation, il y a le mot centraliser. Centraliser, c'est mettre les choses au centre. Mais quand on dit décentraliser, ça veut dire sortir ces éléments-là du centre. D'où l'expression décentraliser ou décentralisation. Quand on parle de décentralisation, c'est en rapport avec la déconcentration. Maintenant, je vais vous dire, dans le contexte où nous sommes, ce que c'est que décentralisation. C'est un système dans lequel une collectivité s'administre elle-même sous le contrôle de l'État. Si nous prenons par exemple la collectivité de Ao, qui a à sa tête M. Sepenou ici présent, il travaille avec ses collaborateurs, mais sous le contrôle de l'État. Tout à l'heure, je vais citer d'autres collectivités pour vous montrer réellement ce que c'est que. Donc, comme je le dis, décentralisation, c'est un rapport avec la déconcentration. La déconcentration, c'est un système dans lequel l'autorité centrale délègue des pouvoirs à ses subordonnés. Les subordonnés, ou bien les différents éléments de la déconcentration, c'est par exemple le préfet. Le préfet assume un service déconcentré de l'État. Et sous le préfet, il y a d'autres services déconcentrés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, etc., etc. Donc, depuis un certain temps, les Africains, nous les Africains et les pays du monde entier sont en train de chercher les voies et moyens par lesquels on peut assumer réellement la décentralisation ou bien le développement. Et on a essayé les formules. La formule qu'on retient souvent, c'est la décentralisation. Et le concept de décentralisation est reconnu à travers notre constitution. Et je vais vous lire une partie de notre constitution qui reconnaît ce qu'on appelle la décentralisation. Si vous avez la constitution, vous pouvez lire l'article 141. 141 de la constitution dit: la République togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l'unité nationale. Ces collectivités territoriales sont la commune, la préfecture et les régions. Donc les unités décentralisées de notre pays sont à trois niveaux. La région, la préfecture et la commune.
Bon, quand vous prenez par exemple notre région, c'est la région des plateaux. Et en bas, nous avons les 12 préfectures qui constituent les collectivités. Et en dehors de ces 2 collectivités, il y a la mairie, ou bien la commune. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Donc, à partir de là, à partir de la reconnaissance de la décentralisation par notre constitution, on a voté une loi. Ce que nous appelons la loi numéro 2007 du 0-011 du 13 mars 2007 sur la décentralisation et les libertés locales. Bon, donc, au titre 1 de cette loi, loi sur la décentralisation et les libertés locales, le titre 1 parle des dispositions générales. Et je vais vous lire quelques parties, quelques articles concernant les principes généraux de la décentralisation. La décentralisation a ses principes. Donc je vais vous lire par exemple l'article 1er. L'article 1er qui dit ceci. Dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, l'État et les collectivités territoriales concourent à l'administration territoriale de la République togolaise, conformément aux dispositions de la Constitution. Je viens de vous faire référence à la Constitution, au niveau de l'article 141. Voilà. Et le deuxième article dit ceci. Les collectivités territoriales sont la commune, qui est dirigée par un maire, la préfecture, qui est dirigée par le conseil de préfecture, et la région par un conseil régional. Donc, au chapitre 2 de cette loi, on dit ceci. On parle de la liberté administrative des collectivités locales. L'article 7 dit ceci. Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi. Vous savez que les conseils qui sont là présentement ne sont pas élus. Ils ont été nommés en 2001 parce qu'il y avait un vide à ce niveau-là. Et comme il y avait du vide, ne pouvant pas faire les élections locales, l'État a décidé de nommer ces délégations spéciales-là en attendant les élections locales. C'est pourquoi ils sont là depuis 2001. Et en décembre passé, depuis mars, ça fait 1 an, que le chef de l'État a voulu lancer le processus pour approfondir les idées dans le sens de faire ces élections locales. En décembre, nous étions à Lomé, à l'hôtel Sarakawa, et c'était lors d'un atelier national qui a regroupé tous les acteurs concernés par les élections locales. Il y avait les responsables de l'État, il y avait les partis politiques, les associations, les ONG, etc. Et le thème qui a prévalu lors de ces débats, c'est à quand les élections locales. Les gens, surtout les partis politiques, ont insisté là-dessus. Quand est-ce qu'on va faire les élections locales? Puisque les délégations spéciales sont là depuis 2001. Ça fait 16 ans qu'ils sont en place. Qu'est-ce qu'on attend pour faire les élections? Bon, donc, la position du gouvernement, c'est qu'il faut, pour aller aux élections, il faut se préparer. Donc ça veut dire que le gouvernement est en train maintenant de se préparer pour aller aux élections locales. Mais pour le moment, on ne sait pas à quand, quelle date sera faite ces élections-là. Donc on attend. Lorsque le gouvernement sera prêt, il va lancer ou bien annoncer la date de ces élections locales. Et au chapitre 3 de la participation des citoyens à la gestion des affaires locales, et le journaliste a insisté là-dessus tout à l'heure. Quand on parle de l'État, c'est une affaire de tout le monde. L'État, ce n'est pas Fort, ce n'est pas Klasso, ce n'est pas Tchangane, c'est nous tous. Et vous savez qu'aujourd'hui, comme le chef de l'État le dit souvent, le gouvernement ne peut pas tout faire. Ça, c'est sûr. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc, c'est pourquoi on parle de décentralisation. Il faut que ce que le gouvernement ne peut pas faire, on confère un certain pouvoir aux collectivités locales de le faire. Par exemple, pour construire une maternelle, une école maternelle en Otien, on ne doit pas attendre nécessairement
du gouvernement. La collectivité, la commune de Noitien peut le faire. La préfecture de Hao peut le faire. Voilà pourquoi nous disons que le citoyen doit nécessairement participer au développement de la cité. Je vais vous lire quelques articles pour vous donner un avant-goût de la chose. Article 14. On dit la participation des citoyens d'une collectivité territoriale au choix de leurs représentants pour la gestion des affaires de celle-ci est un principe essentiel de la démocratie. Ça veut dire que si on veut faire les élections locales, vous devez assister, vous devez participer, vous devez aller faire les élections pour élire des gens capables que vous voulez qu'ils travaillent pour vous. Si on fait les élections et vous ne participez pas, vous n'allez pas voter, et on met des gens, et après vous dites que ces gens-là ne sont pas capables, c'est votre faute. Donc il incombe à nous tous. Par exemple, comme je l'ai dit, le jour où on va annoncer les élections, la date des élections, tout le monde doit participer pour choisir des gens capables de travailler pour nous. Voilà. Article 15, on dit ceci. La commune, la préfecture et la région constituent le cadre institutionnel de la préfecture des citoyens à la vie. Donc, lorsque la décentralisation sera effective, la commune, la préfecture, la région, c'est des références pour nous. Lorsque nous avons un problème de développement, on s'adresse à eux. On s'adresse au maire, si c'est dans la ville. On s'adresse au président du conseil, si c'est dans la préfecture, au président du conseil régional, si c'est la région. Voilà. De la même façon, on dit les élus locaux ont le pouvoir de rendre compte périodiquement à leurs électeurs de la gestion administrative et financière de la collectivité territoriale. Si vous participez au développement, il ne suffit pas d'aller au bureau et revenir. Il faut participer aux réunions. Il faut participer aux travaux communautaires. Et quand lorsque les conseils régionaux ou bien préfectoraux seront installés, vous devez de temps en temps aller à la préfecture ou au conseil de préfecture ou bien à la mairie pour prendre des renseignements, pour savoir ce qui se fait. Et le maire a l'obligation de vous dire ce qui se fait. On ne cache rien. La transparence oblige. Que ce soit les réunions, que ce soit le budget, etc., le citoyen a le devoir d'aller se renseigner. Et il peut même faire des copies, des photocopies. Mais il faut préciser que pour faire les photocopies, c'est le citoyen qui paye. Ce n'est pas le conseil qui paye la photocopie. Donc, l'article 17 dit ceci. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Parce qu'il ne faut pas croire que quand on met le conseil préfectoral va s'enfermer et faire le travail. Non. Les citoyens ont l'obligation d'accompagner le conseil préfectoral pour la bonne marche, pour le développement. Voilà. Le droit des habitants d'une collectivité territoriale à être informés des décisions et à être consultés sur les affaires qui les concernent par les élus locaux contribue à l'épanouissement de la démocratie. Si vous avez des informations de développement, si vous avez des suggestions, des propositions, vous pouvez les apporter aux élus locaux. Si les élus locaux ont besoin de vous, on vous appelle, vous avez le devoir de répondre. Voilà. L'information est donnée par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication. Quand les conseils seront élus et installés, lorsqu'ils font des réunions, si c'est ici, après la réunion, on affiche ce qu'on a retenu comme résultat de la réunion. On affiche et les citoyens viennent lire. Et comme je l'ai dit, s'ils ont lu, ils peuvent faire des copies, ils peuvent faire des suggestions au conseil. Le chef de l'État insiste là-dessus. Vous savez que dans la décentralisation, il y a des niveaux de développement. Quand je prends par exemple l'éducation, ce qui concerne l'enseignement primaire incombe à la mairie, dans la ville. Par exemple, si on veut entretenir une école primaire, c'est du ressort de la mairie. Si c'est un collège, ça relève de la compétence du conseil de préfecture.
Voilà. Si c'est un lycée, ça incombe, ou bien cela ressort de la compétence de la région. Voilà. Maintenant, si c'est l'université, c'est l'État. C'est l'État qui s'occupe des universités. Parce qu'on sait que le conseil de préfecture ne peut pas construire une université. Parce que pour construire une université, c'est cher. Voilà. Donc, il y a ce niveau-là. Donc, vous devez vous apprêter à attendre. Vous devez vous attendre à ça. Parce que ce que nous commençons aujourd'hui, ça rime vers là. Nous sommes en train d'aller vers cette façon de faire. Voilà. Maintenant, je vais peut-être terminer rapidement en vous parlant de la coopération décentralisée. La mairie de Nonthiens peut nouer des relations de coopération décentralisée avec les autres mairies. Par exemple, Nonthiens peut avoir des liens d'amitié, de coopération avec quelle ville par exemple? Du Bénin. Avec Cotonou. Avec Tchévier. Il y a la coopération interne et externe. Nonthiens peut avoir des liens avec Atapamé, avec Dapaon, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais de la même façon, Nonthiens peut avoir des liens d'amitié avec Cotonou, avec Accra, etc., etc. Mais pour le faire, il faut s'assurer que notre pays, l'État togolais, est en bon terme avec ce pays-là. Vous ne pouvez pas avoir des liens d'amitié avec une collectivité dont le pays n'entretient pas des relations d'amitié et de coopération avec notre pays. Vous voyez, non? Voilà. Et puis, la mairie de Nonthiens ne peut pas avoir des liens d'amitié ou bien de coopération décentralisée avec l'État béninois. Parce que le maire de Nonthiens ne peut pas traiter directement avec le président de la République du Bénin. Les présidents traitent entre eux. Monsieur Faure peut avoir des liens d'amitié avec le président béninois. Voilà. Mais le maire de Nonthiens ne peut pas traverser ou bien aller au-delà pour nouer des relations de coopération avec le président de la République du Ghana ou bien du Burkina Faso. Mais vous me permettez de dire un mot sur quelque chose d'actualité aussi. C'est l'état civil. L'état civil, ça fait partie de la décentralisation aussi. C'est les collectivités locales qui gèrent l'état civil, mais sous l'égide du ministre de l'administration territoriale et du ministre de la Justice. Donc, je voulais vous montrer, vous qui êtes ici, et à travers la TVT, l'importance de l'état civil. Vous savez que l'état civil remplit deux fonctions. Les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès. Voilà. Surtout pour les naissances. Nous sommes en train de dire qu'il faut un enregistrement systématique et intégral des enfants qui naissent. Si nous prenons la préfecture du Hao, il faut que dans 5 ans, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans là, tous les enfants qui naissent sont automatiquement enregistrés à l'état civil. C'est très important. Parce que si l'enfant n'est pas enregistré et il doit aller à l'école, il arrive au CM2, il faut qu'on lui fasse une naissance avant de passer l'examen. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas passer l'examen. Et souvent, ça bloque l'évolution des enfants. Donc, vous qui êtes ici, aidez-nous à porter l'information plus loin. La TVT fera son travail, mais vous qui êtes dans la préfecture, aidez-nous pour sensibiliser les parents d'élèves, les parents des enfants, les enfants eux-mêmes, pour que les enfants qui naissent soient automatiquement enregistrés. Nous avons à peu près 30 centres d'état civil dans la préfecture du Hao. Il y a l'état civil central d'ici et de la mairie. Il y a un à l'hôpital et puis dans les autres villages de la préfecture. Voilà. Et comme je l'avais dit au début, le chef de l'État a lancé donc le processus de décentralisation. Et le 29 mars dernier, enfin, à Lomé, il a invité les acteurs pour leur parler de ce processus, de la feuille de route de la décentralisation. Voilà. Et en décembre 2016, passé,
Je vous ai parlé de l'atelier national qui a eu lieu à l'hôtel Sarakawa. Tout ça là, se situe dans le cadre des préparatifs des élections locales. Tout ce que les collectivités territoriales font là, c'est sous l'égide du représentant de l'État. Et le représentant de l'État, c'est le préfet. Dans la préfecture du Yao, ici, c'est moi. Voilà, donc tous les actes qu'il pose, je dois être au courant. Il y a une procédure, mais c'est long. Lorsque l'acte est posé par le maire ou bien le président du conseil, on m'informe. Et moi, j'étudie la conformité ou bien la légalité de la chose. Si c'est bon, je me tais et ils font. Si ce n'est pas bon, je n'ai pas le pouvoir d'annuler ça, d'interdire. Je fais appel à un juge, qu'on appelle juge administratif. Mais pour le moment, nous n'avons pas ça ici. Comme nous sommes dans le processus, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ces juges-là seront en place. Et après les élections locales, les choses vont vraiment marcher comme cela se doit. Pour le moment, on règle à l'amiable, on s'entend et puis voilà, ça évolue. Voilà. Donc, je vous remercie. Un banc pour monsieur le préfet. Si on n'est pas encore en plein pied dans la décentralisation, on s'avance vers cette décentralisation. Et donc, il faut faire les choses dans les règles de l'art pour que ça ne ressemble pas à du désordre, à de la pagaille. Dans une maison, il y a toujours un chef, un guide qui a l'œil sur tout ce qui se fait pour le bien de la communauté. C'est tout ce que le préfet vient d'expliquer. Merci donc, monsieur le préfet, pour cette communication qui nous éclaire sur ce que ça veut dire la décentralisation. Et si vous avez bien suivi, vous avez vu que dans ce processus, l'État, les gouvernants ont leur mission d'encadrement, de guide, de règlement du processus. Mais les citoyens, les collectivités que nous sommes, nous avons aussi notre mission. Et des deux côtés, il doit y avoir communication, il doit y avoir échange de vues, il doit y avoir débat pour sortir la meilleure façon de faire les choses pour le bien de la communauté. N'est-ce pas? On applaudit encore une fois pour nous-mêmes. Nous allons maintenant inviter une association, une entreprise, un groupement de citoyens vraiment engagés par rapport à leur action de développement. Monsieur le préfet a parlé de tout le bien qu'ils font à ses côtés. Donc, nous allons donc inviter le représentant de Entreprise, Territoire et Développement pour nous dire un peu qu'est-ce que c'est ETD et qu'est-ce qu'ils font concrètement ici dans Ngontier. Un jour, on m'a posé cette question. À quoi comparez-vous la décentralisation? J'ai dit, la décentralisation me paraît être un plat. Un plat. Pour faire un plat, il faut des préparatifs. Et le gouvernement a commencé en faisant quoi? En mettant en place un cadre juridique, un cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la décentralisation. Nous avons la Constitution, nous avons les lois, nous avons un ministère qui est chargé de la décentralisation. Donc il y a les préparatifs pour faire le repas. Les élections locales vont venir bientôt. C'est le sel pour que le repas soit complet. Mais attention, le sel ne fait pas à lui seul le repas. Ou bien, il y a tous les autres éléments. Voilà pourquoi quand on me dit, c'est à quand la décentralisation? Je réponds toujours, nous sommes dans le processus de décentralisation. C'est dans cette optique que depuis pratiquement 2010, ETD, Entreprise, Territoire et Développement, avec son partenaire CIDR, ils ont mis en œuvre au sein des collectivités, surtout au niveau du Haro ici. Nous avons également travaillé dans le Moyen-Mono, nous avons travaillé également dans la commune urbaine de Notché ici. Ils ont mis en œuvre 2 programmes essentiels qui sont centrés sur la décentralisation, la gestion des ressources naturelles. Ces programmes ont été financés par la délégation de l'Union européenne
par l'Agence française de développement, par une ONG au niveau de la Suisse, qu'on appelle Genève Tiers-Monde. Ces programmes, nous les avons mis en œuvre ici. Je vais insister là-dessus parce que nous voulons dire en fait ce que nous avions fait concrètement dans le domaine de la décentralisation pour susciter le débat, pour avoir de nouvelles idées, pour pouvoir continuer. En fait, ces programmes ont permis d'aller sur 3 chantiers. D'abord, la planification territoriale que nous avons faite, la maîtrise d'ouvrage, l'ingénierie financière. Mais avant d'aborder ces 3 chantiers-là, je vais d'abord vous présenter ce que c'est que Entreprise, Territoire et Développement, notre ONG. ETD, entendu, Entreprise, Territoire et Développement, est une ONG de droit togolais. C'est créé en 2003 au Togo, ici. Elle définit et met en œuvre des programmes de développement qui contribuent à la création, à la répartition équitable et au développement des richesses au niveau de chaque territoire. Nous travaillons essentiellement dans le domaine de l'agriculture familiale. Nous aidons les groupements à s'améliorer. Nous travaillons également dans le domaine de la promotion de la gouvernance locale. Et c'est cela qui nous rassemble ici, la gouvernance locale. Nous avons appuyé les acteurs ici et dans les autres collectivités pour aboutir à cela. D'abord, quelle est notre vision au niveau de ETD? Au niveau ETD, nous voulons créer un environnement dans lequel les populations, et surtout celles vulnérables, les femmes, les enfants, les jeunes, satisfont à leurs besoins essentiels et contribuent de façon responsable à la croissance économique et au développement de leur territoire. Parce que, quel est l'objectif en fait de la décentralisation? Pourquoi on veut décentraliser? C'est de parvenir à quoi? À un développement local. L'objectif de la décentralisation, c'est le développement local. Voilà pourquoi nous voulons créer les conditions qui permettent donc aux femmes, aux jeunes, aux enfants de participer à cela. Et de cette vision-là, de notre vision, découle pour nous une mission. C'est celle qui est de contribuer de façon durable au développement social et économique des populations vivant en milieu rural, en valorisant les ressources humaines et naturelles tout en préservant l'environnement. Nous travaillons avec les communautés. Nous définissons ensemble des trajectoires de développement. En faisant quoi? D'abord, la planification. Ensuite, nous renforçons les cadres de concertation à différentes échelles. Niveau local, CVD, CDQ, niveau cantonal, les CCD, et niveau préfectoral, le comité préfectoral de développement CPD. Nous renforçons leur capacité de façon à ce que ces comités, ces cadres de concertation-là, les gens puissent participer, donner leur point de vue dans la façon dont ils voient le développement de leur milieu. Ça, c'est très important. Ensuite, nous les aidons également dans ce que nous appelons l'ingénierie financière et la maîtrise d'ouvrage. C'est quoi l'ingénierie financière? Comment les collectivités, comme le AO par exemple, peuvent mobiliser les ressources pour financer leur propre développement? Nous les aidons à identifier les gisements fiscaux qui sont là. Nous les aidons à collecter les impôts à travers, bien évidemment, une reddition des comptes qui est correcte, qui incite les populations à payer leurs impôts pour financer le développement. Et nous les aidons également dans ce que nous appelons la maîtrise d'ouvrage. Il s'agit donc de réaliser des infrastructures sous le contrôle, la maîtrise d'ouvrage des collectivités elles-mêmes. Voilà en gros ce que nous faisons. Mais je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus. Je vais plutôt aller dans le concret. Depuis 2010, quand nous avons commencé le travail au niveau du AO ici, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions, ensemble avec la collectivité, passé plus de 10 marchés dans les règles de l'art, dans le AO. La collectivité, appuyée par ETD, a pu passer plus de 10 marchés en respectant les règles de déontologie en la matière. Nous avons fait également un grand effort avec les collectivités pour l'élaboration de leur budget. Aujourd'hui, la collectivité du AO élabore des budgets qui sont vraiment des budgets réalistes, qui permettent à la collectivité elle-même de se regarder dans ce budget-là et de pouvoir l'exécuter.
Et puis la collectivité porte des projets de développement, des projets de territoire qui sont inscrits dans sa stratégie préfectorale de développement, la SPDD. Les recettes des marchés du AO ont été multipliées par 2 au moins entre 2009 et 2012. C'est encourageant, n'est-ce pas? Et nous avons également compté aujourd'hui plus de 8 projets de territoire cantonaux, un plan de développement communal élaboré de manière participative avec les collectivités. Plusieurs actions ont été réalisées. Nous avions 8 PDT et le taux de réalisation aujourd'hui avoisine pratiquement 40%. Nous allons revenir sur tout cela lorsque vous allez poser des questions. Les dépenses d'investissement de la collectivité au niveau du AO sont passées de 2% à 30%. Phénoménal. En moyenne entre 2009 et 2013. Et ces services touchent plus de 18 000 personnes dans le AO ici. Sans trop vouloir attirer l'attention sur nous, nous avons recensé pratiquement 1500 groupements dans le AO ici. Une quarantaine de micro-projets de développement qui sont soutenus par la collectivité elle-même. Vous voyez. Alors, tout cela pourquoi? Si nous voulons attendre les élections locales avant de commencer à parler de développement, nous n'y arriverons pas. Les élections locales, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sel qui vient dans la sauce. Mais avant, il faut préparer la sauce, bien évidemment. Donc, il faut que nous nous préparions. Il faut que nous puissions nous engager nous-mêmes dans le développement de notre territoire avant les élections locales. Je ne vais pas prendre tout le temps. Je vais peut-être m'arrêter pour que vous puissiez avoir le temps de poser des questions pour qu'on puisse véritablement avancer. Je vous remercie. Moi, à mon tour, je voudrais saluer l'éloquence de son représentant, le directeur ou bien le coordonnateur de entreprise, territoire et développement, Monsieur Nsougan Olivier. Monsieur Nsougan Olivier, que je vous prie d'acclamer encore une fois. Maintenant, je crois que on va se prêter au jeu des questions-réponses. 10 minutes. Hein. Si, par rapport à tout ce qui a été dit, au niveau du pupitre, il y a des choses que vous n'avez pas bien cernées, vous n'avez pas bien compris, vous voulez qu'on reprenne ou bien qu'on réexplique un peu, c'est votre droit le plus absolu de poser des questions. Mais si vous avez aussi des idées pour compléter tout ce qui a été dit, ces idées sont les bienvenues. Si je vous donne aujourd'hui 1 million, vous serez content, mais d'ici demain, vous allez oublier ça. C'est pour cela que vous aussi, vous devez contribuer. Et en ce moment, vous prenez soin. Nous avons vu des forages qu'on a abandonnés. Tout simplement parce que le mécanisme pour pomper l'eau est tombé en panne et les forages sont restés dans la broussaille, dans la brousse. Les gens ont abandonné ça. Allez voir ce que ça coûte. J'ai vu même quelque part des forages avec un système de pompage solaire. Mais tout ça, là, quelqu'un est venu la nuit enlever les panneaux solaires. Hein, et puis, bon, tout ça là a été oublié. Les millions qu'on a investis là-bas. Parce que justement, les gens ne comprennent pas d'où ça vient, qu'est-ce que ça coûte. Hein, voyez-vous. Donc, c'est pour cela qu'on insiste sur le fait que nous devons participer au développement. Parce que si nous participons vraiment, nous allons trouver les moyens pour pérenniser, sauvegarder, entretenir ces ouvrages-là. Que les gens ont cotisé quelque part. Parce qu'il n'y a pas d'argent facile. Hein. Même si ça vient de l'État ou bien des bailleurs de fonds, je vous assure, il n'y a pas d'argent facile. Quelque part, les gens ont sué pour économiser, pour épargner ça. Mais parce que c'est des gens de cœur, de bonne foi, ils ont dit, mais écoutez, on viendra en appui à nos frères dans telle ou telle autre localité. Et donc, ça fait un peu mal si nous n'apprécions pas à sa juste valeur cette démarche-là pour notre développement. Quand ces programmes ont commencé, nous avons constaté que ce que nous appelons élection est maîtrisé un peu parce que toutes les couches, toutes les organisations au niveau des CVD, des CCD, des organisations de développement ont compris qu'on ne vient pas s'imposer en tant que responsable, mais il faut passer par des élections. Pour moi, c'est déjà un grand pas en avant. Ensuite, nous avons compris à travers ces programmes
que lorsque nous avons des actions à mener, ce n'est pas une ou deux personnes, mais c'est pour nous tous. C'est pour cela que chaque fois, que ce soit au niveau des collectivités, que ce soit au niveau de ETD ou bien au niveau des autres activités de la commune comme de la préfecture, toutes les couches sociales sont impliquées. Les couches vulnérables, les femmes, les jeunes, et nous participons tous. Il n'y a pas aujourd'hui dans une communauté des populations qui diront que nous ne maîtrisons plus aujourd'hui comment est-ce qu'il faut s'approcher du conseil, comment est-ce qu'il faut s'approcher de la commune pour demander par exemple l'exercice de l'année dernière ou bien le budget de cette année. Lorsque vous allez, des choses sont affichées et s'il n'y en a pas quand vous demandez, on vous sort cela. Il y a de cela 10 ou 15 ans, on n'avait même pas l'idée d'aller demander. Et aujourd'hui, ici dans le Haro et dans la commune, les gens ont compris que si la taxe est ceci qu'il faut payer, je la paie et je veux voir ce qu'on fait avec ce que j'ai donné comme contribution. C'est ça aussi le travail que ETD a fait avec toutes les couches. Et au niveau des passations, ça c'est très important. Au niveau des passations, je me dis qu'on était dans le bleu avant. Mais ce qui est fait aujourd'hui, même si on n'est pas encore parfait, on se dit quand même que lorsqu'on dit qu'il y a un marché, on connaît tout le processus qu'il faut pour aboutir à ça. C'est pour cela que j'ai commencé par dire que si Haro, on veut parler de décentralisation, nous serons un peu à la première page. Mais j'ajoute pour dire que les populations de Haro se disent à quand cette décentralisation, c'est vrai, mais nous disons aussi qu'elle est déjà là. Puisque ce que nous avons commencé par faire, c'est aussi dans ce processus-là. On ne va pas dire c'est quand, et comme M. Agbemadon l'a dit, c'est maintenant qu'il faut commencer. Non, Haro a déjà commencé. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans ce cadre-là. Un chef canton aujourd'hui sait qu'il est là, mais il n'a dit pas seul. Les autres sont avec lui, et en dehors de ces chefs-là, la population aussi est là et qui contribue. Et surtout, lorsqu'il y a des réalisations, comme Agbemadon a relevé, certains qui font mal parce qu'on a déjà investi et on ne retrouve plus les traces. Les gens ont compris aujourd'hui quand même qu'on ne va plus le faire seul. Mais nous aussi, quelle est notre part de responsabilité? La pompe qui peut-être a besoin de 5 000 francs, 10 francs de 10 000 de réparation, est-ce qu'il faut attendre encore la préfecture? Est-ce qu'il faut attendre encore la commune pour dire on vient pour réparer? Nous-mêmes, nous sommes là. Et comme vous êtes là, vous allez découvrir d'autres choses que autour de chaque action, il y a des comités de gestion, par exemple, qui sont là pour dire, bon, il y a ceci qu'il faut faire, il y a ceci qu'il faut faire. Donc, le programme que ETD a déjà mené et ce qui est encore en train d'être mené constitue aussi une force. Parce que lorsqu'on va renforcer toutes ces populations, toutes ces communautés, c'est pour dire que si demain, il n'y a pas une subvention qui arrive, que ces communautés, même ces populations, soient en mesure de voler de leurs propres ailes et réaliser des activités. Donc aujourd'hui, nous sommes ici et nous disons merci à la TVT pour le cadre qui nous est offert. Nous disons sincèrement merci à ETD parce que ça a permis de mettre en synergie tous les acteurs. Il n'y a pas aujourd'hui une activité qu'on va faire. Aujourd'hui, il y a plus de 4 ou 5 ONG qui sont ici. C'est parce que nous sommes ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, on peut faire cette activité sans nous demander d'être là. Donc encore une fois, Monsieur le Préfet, merci. Nous constatons que autour de nous, les femmes s'organisent dans des groupements, viennent vers nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous les conduisons vers l'autorité pour qu'elle se fasse connaître. Et nous avons vu qu'à partir de ça, elles ont commencé par mettre au propre les quartiers et elles participent aux villes propres chaque mois. Donc nous avons trouvé que vraiment les femmes ont trouvé qu'elles sont utiles et qu'elles ne vont plus se mettre derrière et elles veulent avancer avec les hommes et être au même rang s'il le faut. Mes collègues et moi vous remercie très sincèrement la direction de la télévision togolaise pour avoir eu cette initiative de circuler de préfecture en préfecture. J'aurais aimé que ce soit aussi de canton en canton pour expliquer, informer, sensibiliser nos populations pour le bien commun qui nous attend. Le bien commun qui nous attend, c'est le développement. Entre-temps, on nous a parlé de communalisation
Le problème était que tous les cantons seraient érigés en communes rurales dans ce processus de décentralisation. Ce qui signifie que ce que vous produisez, c'est ça qui va vous aider à développer votre milieu. Quand vous faites bien, tout ce que vous voyez que vous allez faire, c'est de cela. C'est à partir de ça là que vous allez développer votre milieu. Bon, il s'est fait que tout était concentré, un peu, c'était à Lomé, maintenant un peu dans les communes urbaines. Ceux-ci, je ne sais pas si c'est eux qui collectent les fonds au marché de Ouahala, mais Ouahala a besoin de se développer. Bon, quand la décentralisation arrivera, comme monsieur le préfet l'a dit, on doit leur laisser la possibilité de produire et de l'utiliser. Je ne sais pas si c'est toujours au point. Je ne sais pas, c'est la question. La deuxième question, c'est que je ne sais pas si c'est les populations qui n'évoquent pas le besoin. Je voudrais poser la question à la commune de Notien. Comment se fait la répartition de l'eau potable dans la ville de Notien? Effectivement, entre-temps, on avait parlé de communes rurales et communes urbaines avec Lomé comme ayant un statut particulier. Mais depuis que le chef de l'État, depuis un an et demi, 2 ans, que le chef de l'État a décidé de relancer les débats au niveau de la décentralisation, et il est dit qu'à partir de cet instant, on va opter pour la communalisation intégrale. On va regrouper certains cantons pour former des communes. Parce qu'on se dit qu'il y a des cantons qui ne sont pas viables. Et donc, pour éviter que ces cantons-là souffrent, pour défaut de ressources humaines ou financières, on va associer certains cantons, certaines localités, pour former une commune. Par exemple, peut-être demain ou après-demain, dans la préfecture du Hao, on aura 3-4 communes, avec peut-être les élus locaux dans différentes localités. Je donne un exemple. Peut-être un jour, on va dire que Dalia et Atchave, avec les villages de Pelé et Amakpapé, seront une commune. On le regroupe, on fait une commune. Et au sein de ces 4 localités, on élit un conseil communal qui est dirigé par un président. Et ces 4 villages-là, ou bien ces 4 localités, sont représentés au niveau de l'exécutif local. Voilà. Quand on parle de Pelé, par exemple, au niveau de la collectivité locale, on sait que c'est elle qui représente Pelé dans la commune. Voilà. On peut dire, par exemple, Notien et Kedomé vont constituer une commune avec un exécutif local. Et les 2 localités, les deux milieux vont être représentés dans la commune. On peut dire, par exemple, Ouahala et Peignon peuvent constituer une commune. Par exemple, si on prend le cas de Dalia, que vous tous vous connaissez, excusez-moi, ce n'est pas pour insulter quelqu'un, mais les choses ne sont pas aussi viables que ce qui se passe, par exemple, dans Ouahala, comme que vous l'avez dit. Ouahala, il y a un certain nombre d'infrastructures. Il y a le marché, il y a le lycée, ainsi de suite. Donc Ouahala en lui seul peut être une commune. Voilà. Or, à côté, il y a Peignon. Peignon qui n'est pas aussi viable que ça. Donc, avec le temps, on sera obligé, peut-être le gouvernement sera obligé, mais en tout cas, le gouvernement va décider d'associer Ouahala et Peignon avec les autres villages environnants, les Wilihoué, les Tafia, etc., pour former une commune. Voilà. Parce qu'on ne veut laisser personne dehors. Pour la deuxième question, avec l'Union européenne, il y a eu un projet d'adduction d'eau dans la commune de Notien. Et presque tous les quartiers
ont bénéficié. Mais il y a des problèmes techniques qui font que certains quartiers ne bénéficient pas de l'eau en tant que tel. Et cela s'ajoute à ce que TDE fait. Parce que TDE a comment l'appelle-t-on, la mission de donner de l'eau potable aux citoyens qui habitent dans nos terres. Mais à cela s'ajoute ce que TDE fait avec l'Union européenne. Voilà, donc je vais donner la parole à Mme Bidiwana. Elle va vous donner les détails. L'exemple, c'est le quartier de Sotoko, usine Sotoko. Voilà, où, comme c'est en montée, on a du mal à faire monter l'eau. Donc actuellement, ceux qui habitent dans le quartier là ont un problème d'eau. Donc nous avons saisi les services techniques. Ils sont en train de faire en sorte que, dans les meilleurs délais, ces quartiers-là puissent avoir l'eau. Madame. Pour pouvoir faire la répartition et savoir où se trouve vraiment le besoin en eau, les chefs quartiers sont invités à un cadre de concertation au niveau de la mairie. Ils sont invités, chacun amène son besoin. Donc le besoin en eau est pris en compte et priorisé. Donc on essaie de voir dans quel quartier il y a moins de bonnes fontaines que d'autres. Et c'est par participation que ça se fait. Le PIN, cette année aussi, a prévu le PIN 2, c'est-à-dire le projet deuxième génération que le conseil a soumis et le conseil de la mairie a soumis à la délégation de l'Union européenne, est en cours. Et ils sont en train d'étudier la difficulté que le préfet a relevée tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un problème technique, c'est un problème comment on dit ça, de débit qui se pose. Au fait, les bonnes fontaines sont là, mais c'est que l'eau n'arrive pas à vraiment, et les bonnes fontaines n'arrivent pas à être alimentées par l'eau. Donc la TDE et le conseil le conseil communal sont en train de réfléchir pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour régler ce problème. Dans la cité, plusieurs organisations sont sur le chantier du développement. C'est le cas des entrepreneurs agricoles que nous avons rencontrés lors de la visite de la forêt Yaya à Amakwapé. C'était une passion, comme je l'ai toujours dit. Mais à partir du 16 janvier 2010, date à laquelle le président de la République actuelle, son Excellence Fort Gnassingbé, m'a décoré comme officier de mérite agricole, j'ai remplacé cette passion par une idée. L'idée d'amener mon prochain à faire comme moi, parce que j'ai vraiment vu que si ce n'était pas bon, on ne devait pas me décorer. Vous voyez, le président actuel, sincèrement, il a une vision extraordinairement positive concernant l'environnement. Nous faisons beaucoup de choses sous cette forêt. D'abord, la forêt nous a facilité la maîtrise de l'eau, elle nous a permis de faire la pisciculture, elle nous a permis de faire l'apiculture, elle nous a permis de faire beaucoup de choses, l'agriculture, les centres de citronnelles, et beaucoup de choses que nous sommes en train de faire ici. Et vraiment, ça nous rapporte bien. Et nous avons l'autosuffisance alimentaire avec ça, nous mangeons bien. J'ai remarqué une très grande différence entre la grande ville comme Lomé et sous notre forêt ici. Là, bon, à tout moment, nous avons le bain de forêt, nous respirons l'air pur, nous mangeons toujours bio, parce que nous avons des clairières où nous produisons les bio, salades bio, carottes bio, et légumes bio, maïs bio, tout est bio chez nous ici, parce qu'il y a toujours de l'engrais vert, voyez-vous. Si bien que, bon, là où je suis, mais c'est comme si j'avais encore 20 ans de moins, là, vraiment. Je me sens très bien, M. Agumado. Au début, c'était moi seul. Après, c'est moi, mon prochain. Mais actuellement, il me semble que c'est le monde entier, puisque j'ai finalement remarqué que la forêt aussi joue beaucoup pour le réchauffement climatique. La forêt joue beaucoup contre ce réchauffement. Voyez-vous, donc ça veut dire que ce n'est pas pour nous seuls ici, c'est pour le monde entier. Alors je souhaite sincèrement que si vraiment et ce que nous avons fait ici, si cela pouvait se multiplier par le nombre des voisins dans le monde,
vraiment, ça devait quand même, ça va nous intéresser. Nous avons beaucoup de visiteurs maintenant. Les taxis-motos qui sont au bord de la route, chaque fois viennent me dire merci, puisque chaque fois ils transportent les gens de la route. Et ils sont contents. Ça, c'est un. De deux, nous avons beaucoup de projets. Et si on nous aidait, nous avons beaucoup de projets. Mais je souhaite que ça commence par Amakpapé, puisque ceci, la forêt est née à Amakpapé. Nous avons beaucoup de projets. Surtout que nous avons le fleuve Haro. Et moi, j'ai souhaité avec même le chef du village et les responsables du village, nous avons souhaité faire des étangs tout le long du Haro. Pour qu'on dise un jour, lorsqu'une personne vient s'arrêter à Amakpapé, qu'est-ce que vous voulez faire à Amakpapé? Je vais acheter le poisson à Amakpapé. Et quand on s'arrête à Amakpapé, à tout moment, c'est pour acheter le poisson. Voilà le souhait, notre souhait sincèrement pour Amakpapé. À commencer par Amakpapé, après les autres. Si je vis aisément ici sans problème, c'est que je possède une arme de défense. Le premier élément concernant mon arme, c'est la maîtrise de soi. Le deuxième élément, c'est la patience. Le troisième et le dernier élément, c'est la tolérance et le pardon. Si vous arrivez à posséder ces trois éléments, ça veut dire que vous possédez l'arme de la forêt Yaya. Et si vous possédez l'arme là, vous pouvez vivre le reste de votre vie sans problème. Nous avons choisi de venir ici pour que cela puisse marquer l'esprit des uns et des autres. Et nous sommes certains qu'après le départ de ce lieu, beaucoup d'initiatives vont naître. Beaucoup de personnes vont créer leur ferme. Beaucoup de personnes vont créer leur forêt. Et beaucoup de personnes vont vivre des fruits de la forêt. Comme le doyen nous a si bien expliqué que c'est une mine d'or sur laquelle il est assis ici. Et dans sa présentation, il nous a fait comprendre que l'esprit de partage qu'il a animé a permis qu'il soit à l'aise avec tout le monde ici, même avec les animaux. Puisque moi, je le fréquente de temps en temps. Il n'a pas peur des reptiles parce que les reptiles le respectent. Parce que lui respecte la nature. Les forces maléfiques dont on parle n'existent pas. C'est la plupart du temps, c'est nous les humains même qui sont des loups pour les loups. Mais lui les aime, alors ils sont obligés de l'aimer aussi. Donc chaque personne qui va partir d'ici a aujourd'hui reçu une sorte d'information pour faire mieux que M. Yaya. Mesdames et messieurs, citoyens du développement, merci pour toute l'attention que vous accordez à l'émission La Cité vous parle. Nous avons donc essayé de vous faire connaître davantage de notre chair dans la préfecture de Haro et dans la région des Plateaux. Nous espérons vous avoir donné l'envie de visiter, d'entreprendre ou de vous installer à notre chair. Avant de vous dire au revoir, voyons si vous avez retenu quelque chose de notre chair. Et donc pour notre jeu « Connais-tu le Togo ?», voici les questions de l'émission sur notre chair. Question numéro 1. Quels sont les 3 niveaux de décentralisation ou les unités décentralisées au Togo? Question numéro 2. Quel est le rôle de l'état civil au Togo? Question numéro 3. Donnez un exemple d'initiative privée dans la préfecture de Haro. Question numéro 4. Quels sont les modèles de véhicules électriques solaires assemblés au Togo? Si vous trouvez les bonnes réponses aux 4 questions, vous gagnez une moto électrique solaire offerte par la société Le Monde de l'énergie. Envoyez donc vos réponses aux questions sur le numéro court 61 75 par SMS sur le réseau Togocel. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Rendez-vous tous les premiers dimanches du mois. Au revoir.